Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'item numéro 41 sur l'endométriose. Merci Emma pour cette petite intro. C'est Robin qui vous parle. Donc vous êtes bien sur le podcast de l'externe. Et nous faisons aujourd'hui un petit peu de gynécologie médicale, ou pas obstétrique, non, médicale, sur l'endométriose et tout ce qui s'y rattache, c'est-à-dire les dysménorrhées, l'adénomiose et voilà, nombre de joyeusetés dans le genre. Alors, c'est parti pour les petites définitions. Allez, c'est parti. Donc, l'endométriose, c'est une pathologie gynécologique bénigne, fréquente, hétérogène, qui est caractérisée par la présence de glandes ou de stroma endométrial en position ectopique, c'est-à-dire en dehors de la cavité utérine, du coup. Sur le plan anatomique, les lésions sont classées en trois catégories qui peuvent coexister entre elles. Donc, première catégorie, de l'endométriose, c'est l'endométriose péritonéale superficielle et ça correspond à la présence d'implants qui sont localisés à la surface du péritoine. Donc endométriose dans le péritoine. Ensuite, il y a l'endométriome, donc homme comme, tumeur un petit peu. Ça correspond à la localisation ovarienne de l'endométriose qui se traduit par la présence d'un kyste ovarien du coup, qui est de nature endométriosique. Voilà. Et troisième catégorie, l'endométriose pelvienne profonde ou également sous-péritonéale. Et ça correspond aux lésions qui s'infiltrent en profondeur à plus de 5 millimètres sous la surface du péritoine. Cette définition de l'endométriose concerne les situations où les lésions touchent la musculeuse des organes abdominopelviens et ça peut concerner le compartiment antérieur, c'est-à-dire la vessie ou les uretères, mais également postérieur avec le torus, les ligaments utérosacrés, le cul-de-sac vaginal postérieur, la paroi antérieure du rectum et ou du sigmoïde. Voilà. Et là, dans ce cas, les lésions d'endométriose profondes sont souvent multifocales. Donc il y en a dans plein de petits endroits différents. Il y a d'autres localisations plus rares qui peuvent exister, et qui concernent notamment le diaphragme, la plèvre, l'ombilic ou la paroi musculaire abdominale. Voilà. Allez, ensuite, on va parler un petit peu de l'adénomiose. Donc, une petite définition. Heu, donc, l'endométriose, elle peut également être associée à de l'adénomiose. Donc, il n'y a pas de classification anatomique ni histologique consensuelle de l'adénomiose, mais on distingue classiquement 2 types. Donc l'adénomiose diffuse interne, qui est caractérisée par la présence de nombreux foyers de glandes ou de stroma endométrial dans l'ensemble du myomètre. Voilà, donc adénomiose diffuse interne. Et ensuite, il y a l'adénomiose focale externe, qui correspond à la présence d'agrégats d'endomètre qui sont circonscrits dans des zones précises du myomètre. Voilà, donc focale externe ou diffuse interne. Et ensuite, la dysménorrhée, voire plutôt les dysménorrhées même. Donc, ce sont des symptômes qui sont fréquemment révélateurs d'endométriose ou d'adénomiose. Elles se définissent, ces dysménorrhées, par des douleurs abdominopelviennes cycliques, rythmées par les règles, qui surviennent juste avant leur début et qui durent le plus souvent un jour ou deux, parfois jusqu'après les règles, et qui vont alors crescendo. Il faut savoir distinguer les dysménorrhées primaires des dysménorrhées secondaires. Donc, les dysménorrhées primaires, pour commencer, ou également appelées essentielles. Elles apparaissent classiquement 6 à 24 mois après les premières règles, quand les cycles en gros deviennent ovulatoires. Elles sont caractérisées par des douleurs isolées, à type de crampes pelviennes ou lombaires, parfois associées à d'autres symptômes, du genre nausées, vomissements, diarrhée, migraines, malaise vagal aussi, et elles sont d'intensité modérée à sévère et répondent aux traitements antalgiques usuels, antispasmodiques, paracétamol, INS notamment. Pour les dysménorrhées secondaires, donc, elles sont appelées aussi organiques, cette fois-ci, elles sont moins typiques, elles surviennent pendant mais aussi en dehors des règles et elles sont d'intensité sévère, avec une VA qui est supérieure à 7/10.
Donc on est très élevé sur la douleur. Elle va s'aggraver au fil des cycles et accompagner d'autres symptômes douloureux et qui résistent aux antalgiques usuels. Voilà, donc ça, c'était les dysménorrhées secondaires ou organiques. Alors, un petit peu d'épidémiologie. L'endométriose, donc le pic de fréquence, se situe autour de l'âge de 40 ans, mais il est probablement plus précoce. Le délai moyen de diagnostic de l'endométriose étant estimé entre 3 et 10 ans après l'apparition des premiers symptômes. L'endométriose, elle a un réel impact sur la qualité de vie, et le retentissement économique de l'endométriose est important. Donc ça va être les coûts directs et indirects engendrés par sa prise en charge, en fait. La prévalence de l'endométriose, donc, c'est difficile à évaluer, ainsi que son incidence dans la population générale, compte tenu de la présence de formes asymptomatiques et du polymorphisme des présentations cliniques. Voilà, il y aurait une incidence annuelle autour de 0,1 qui a été rapportée chez les femmes âgées de 15 à 49 ans. La prévalence de l'endométriose serait de 6 à 10 des femmes en âge de procréer, variant considérablement en fonction des populations étudiées. Donc là, en fonction des différentes populations, on va voir quelques exemples. Donc chez les femmes qui présentent des algies pelviennes chroniques, elles varient du coup entre 2 et 74 selon les études. Donc voilà, tu mal à la taille de la fourchette et ces études restent hétérogènes. Tu m'étonnes. Ensuite, chez les femmes qui ont des algies pelviennes aiguës et non pas chroniques, la prévalence serait plus importante, de l'ordre de 33. Chez les adolescentes, la maladie semble plus fréquente chez les adolescentes qui souffrent de douleurs pelviennes chroniques, qui résistent aux antalgiques usuels et ça représenterait 70 des adolescentes avec des dysménorrhées. Voilà. Chez la femme infertile, dans le cadre de l'exploration d'une infertilité primaire, une endométriose est retrouvée dans 20 à 50 des cas. Voilà. Pour l'adénomiose, donc là, la prévalence de l'adénomiose, elle est difficile à estimer également en raison des différentes modalités diagnostiques, que ce soit sur l'imagerie ou sur l'histologie, et également, comme pour l'endométriose, l'existence de formes asymptomatiques. Les données de séries de patientes traitées par hystérectomie retrouvent une prévalence d'adénomiose de l'ordre de 20 à 30 avec une variation importante de cette estimation qui va de 5 à 70. La prévalence dans des séries où le diagnostic est fait par imagerie est d'environ 20 à 30 voilà, pour les diagnostics par imagerie, du coup. Donc, un petit peu de physiopathologie maintenant. Donc, déjà, on commence par apprendre que l'endométriose est une maladie multifactorielle qui résulte de l'action combinée de facteurs génétiques, environnementaux, mais également de facteurs qui sont liés aux menstruations. Donc, la physiopathologie de l'endométriose est encore débattue, mais il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées, comme notamment la théorie de la régurgitation menstruelle, la théorie de la métaplasie mullérienne, la théorie des emboles lymphatiques et vasculaires, celle sur le rôle des cellules souches endométriales ou de progéniteurs issus de la moelle osseuse. Voilà, donc il y a toutes ces théories-là qui sont avancées, et parmi ces différentes théories, celle fondée sur la théorie du reflux menstruel semble la plus solide. Et ça permettrait d'expliquer la répartition asymétrique des lésions qui prédominent dans le compartiment postérieur du pelvis et à gauche. Voilà. Sur le plan moléculaire, l'inflammation et la biosynthèse des hormones stéroïdiennes sont les deux mécanismes principaux qui favorisent l'implantation et la croissance des lésions. L'endométriose étant alors considérée comme une maladie inflammatoire locale qui va présenter une réponse immunitaire péritonéale. L'implantation et la croissance des fragments d'endomètre en dehors de la cavité utérine sont en effet favorisées par certaines caractéristiques moléculaires et cellulaires spécifiques de l'endomètre. Ces anomalies, elles montrent schématiquement une biosynthèse des stéroïdes qui est anormale, avec une expression altérée des récepteurs hormonaux. Donc là, il y a une surexpression du récepteur aux estrogènes, une résistance à la progestérone, une surexpression de l'aromatase. Et tout ça, ça va favoriser la croissance et la persistance des lésions. Voilà. Heu,
Ces autres anomalies du coup présentent aussi, qu'il y a un potentiel d'invasion et de néo-angiogénèse plus marqué grâce à une surexpression des métalloprotéinases et du VEGF, le Vascular Endothelial Growth Factor. Voilà. Et ensuite, ça montre aussi qu'il y a une réponse inflammatoire très importante qui est caractérisée par la production d'interleukine 6, de TNF et de stress oxydatif. Enfin, la douleur associée aux lésions d'endométriose met en jeu plusieurs mécanismes qui peuvent coexister. Donc la douleur de ces lésions va être liée à la nociception, à l'hyperalgie et à la sensibilisation centrale. Voilà pour la physiopathologie. Alors, pour faire le diagnostic maintenant, donc, la preuve histologique lors de la réalisation d'une cœlioscopie diagnostique systématique n'est pas nécessaire pour faire le diagnostic d'endométriose. Donc ce diagnostic va se faire sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. Il peut cependant être difficile en raison de l'hétérogénéité de la maladie et des formes POSI ou asymptomatiques. Donc, premièrement, la phase de l'interrogatoire. Donc celui-ci doit être précis afin de rechercher l'ensemble des symptômes douloureux qui peuvent être évocateurs d'endométriose et évaluer du coup l'intensité à l'aide d'une échelle visuelle analogique, donc le fameux EVA. Les dysménorrhées, donc on a vu que c'était les douleurs liées à cette endométriose, enfin les douleurs en fait liées aux règles en fait, qui surviennent pendant et même en dehors des règles, d'intensité sévère avec une EVA supérieure à 7/10 qui s'aggrave au fil des cycles et qui sont accompagnés d'autres symptômes douloureux et résistants aux antalgiques usuels. Ça en fait partie. Ensuite, autres symptômes douloureux évocateurs d'endométriose, ça va être les dyspareunies profondes qui se traduisent par des douleurs profondes, du coup, survenant lors des rapports sexuels. Ensuite, les signes fonctionnels digestifs cataméniaux, qui sont appelés les dyschésies. Ça, c'est essentiellement un type de douleur à la défécation et ou des troubles du transit. Voilà. Ensuite, il y a des signes fonctionnels urinaires cette fois-ci, qui sont cataméniaux du coup, donc pendant les règles. Et là, on retrouve la polachiurie, l'urgenturie et les douleurs vésicales. Ça, c'est aussi typique enfin, évocateur en tout cas de l'endométriose. Et enfin, il y a des douleurs pelviennes chroniques aussi qui sont indépendantes du cycle et qui vont être responsables d'épuisement physique et ou psychologique et il faudra aussi le rechercher à l'interrogatoire. En cas d'adénomiose, donc ça c'est un peu différent, il peut exister des saignements sous forme de méno ou métrorragie qui sont toujours douloureuses. Voilà ce qu'on va chercher comme symptômes douloureux à l'interrogatoire. Ensuite, l'autre phase du coup du diagnostic va se faire par l'examen clinique gynécologique et donc on va rechercher l'existence de lésions bleutées au niveau vaginal à l'examen au spéculum. Voilà. Ensuite, on va rechercher à la palpation des nodules au niveau des ligaments utérosacrés ou au niveau du cul-de-sac de Douglas, avec également une douleur à la mise en tension de ces ligaments utérosacrés, un utérus rétroversé, qui sera aussi peu mobilisable au toucher vaginal. On va chercher ensuite à l'examen clinique un ovaire qui serait augmenté de volume et également une présence, d'une adénomiose et surtout en période menstruelle où on pourra, avoir un utérus qui est augmenté de volume et sensible à la mobilisation. Voilà. L'examen clinique n'est cependant pas toujours contributif et un examen normal ne peut pas éliminer à lui seul le diagnostic. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu des conséquences de l'endométriose. Donc, il y a 2 principales conséquences de l'endométriose qui sont la symptomatologie douloureuse et l'infertilité. Donc pour les symptômes douloureux, la manifestation des symptômes douloureux est variable d'une femme à l'autre. Les douleurs peuvent être aiguës et cycliques ou bien chroniques. Par ailleurs, il n'y a pas de lien systématique et absolu entre l'étendue de l'endométriose, son caractère profond ou superficiel et la symptomatologie clinique. Il n'y a pas de parallélisme anatomo-clinique. Cependant, la typologie des douleurs est corrélée à la localisation des lésions. Et enfin, il y a certaines patientes qui sont asymptomatiques et du coup le diagnostic d'endométriose peut être fortuit, suite notamment à la réalisation d'une imagerie pelvienne.
Voilà, donc on peut le trouver un petit peu par hasard chez les patientes asymptomatiques. Et ensuite, donc deuxième conséquence, ça va être l'infertilité et donc ça, c'est une circonstance fréquente du diagnostic de la maladie. Bien que l'endométriose ne soit pas synonyme d'infertilité, la proportion de patientes qui ont de l'endométriose et qui sont infertiles est estimée entre 30 et 50. Donc voilà, chez, une femme sur 2 à une femme sur 3, l'infertilité peut être expliquée par l'endométriose. Dans ce contexte d'endométriose, il y a plusieurs mécanismes non exclusifs qui sont responsables des difficultés à procréer. Ça va être premièrement un facteur pelvien qui est lié à l'inflammation du coup, qui va perturber la fécondation, voilà. Et ensuite, on aura un facteur ovarien qui va être lié à la qualité et ou à la quantité d'ovocytes. Et enfin, on aura un facteur utérin qui va perturber l'implantation, une localisation tubaire et qui va altérer, la perméabilité tubaire, du coup, dans le cas d'endométriose tubaire. Voilà, donc facteur pelvien, utérin et ovarien. Alors maintenant, on va voir un petit peu les indications et l'objectif de l'imagerie en cas d'endométriose. Donc, il y a des examens paracliniques de première intention pour le diagnostic d'endométriose. Ça va être l'échographie pelvienne par voie endovaginale. Ça va être également l'IRM pelvienne. Et donc là, ces examens, ils vont être réalisés par des échographistes et ou des radiologues référents qui auront l'habitude d'en voir pour être précis dans le diagnostic. Ils doivent être réalisés chez toutes les patientes qui présentent des douleurs pelviennes. Voilà. Donc les douleurs pelviennes ne sont pas anodines et doivent être, explorées par de l'imagerie. Écho-pelvienne par voie endovaginale ou IRM. Sur le compte rendu du coup, il y aura une description de la taille des lésions, des localisations anatomiques de l'endométriose qui sont visibles sur l'imagerie et des localisations urétérales, s'il y en a, même si c'est peu fréquent, mais qui peuvent avoir un possible retentissement rénal. Et ça sera souvent une découverte lors du bilan d'imagerie. Voilà, et donc on peut avoir des uretères ou des cavités piélocalicielles qui sont dilatées. Voilà. Pour l'atteinte ovarienne, donc les données de la littérature montrent que l'échographie pelvienne par voie endovaginale et l'IRM pelvienne ont des performances similaires pour le diagnostic d'endométriome. Comme on a vu au tout début, les kystes ovariens liés à l'endométriose. En cas de diagnostic positif de l'endométriome, il faut rechercher systématiquement une endométriose profonde qui serait associée. Et pour l'endométriose qui a une atteinte, sous-péritonéale, donc là, ça serait plutôt l'IRM pelvienne qui serait plus sensible, mais moins spécifique que l'échographie endovaginale, pour le diagnostic des ligaments utérosacrés, du vagin et de la cloison recto-vaginale. L'échographie pelvienne et l'IRM sont complémentaires pour l'analyse de l'atteinte de la paroi antérieure, du rectosigmoïde et de la vessie. Voilà, donc résumé, IRM pelvienne, échographie pelvienne, ça se vaut quoi. Voilà. Hem, donc maintenant la prise en charge, ce qui va principalement nous intéresser et ça va être la dernière partie. Donc, la prise en charge de l'endométriose, elle doit être globale et multidisciplinaire et elle va inclure le traitement de la douleur et la prise en charge de l'éventuelle infertilité, qui sont les 2 conséquences principales du coup, on le rappelle. Les traitements médicaux doivent être prescrits en première intention, de façon empirique devant toute suspicion d'endométriose, sans nécessité d'une preuve histologique préalable. Voilà. Donc, il va y avoir premièrement des traitements non hormonaux. Donc là, ce sera notamment les traitements antalgiques du coup. Donc là, on va parler d'antispasmodiques, de paracétamol, d'AINS, voilà, et ça doit être envisagé devant le caractère douloureux de la maladie, tout en, se rappelant que la prescription d'AINS au long cours est à éviter, en raison d'effets secondaires importants au niveau, de l'estomac et des reins. Une prise en charge dans un centre antidouleur est parfois nécessaire lorsque les douleurs sont chroniques et résistantes aux traitements antalgiques usuels. Voilà. Les prises en charge non médicamenteuses qui ont montré une amélioration de la qualité de vie et qui peuvent être proposées en complément de la prise en charge médicale
Il y en a 3, ça va être l'acupuncture, l'ostéopathie et le yoga. Voilà, donc 3 prises en charge non médicamenteuses, qui feront pas de mal dans tous les cas. Mais bon, pour, l'ostéopathie quand même, il faut aller chez des gens bien expérimentés pour éviter, voilà, pour éviter de se retrouver avec un AVC par exemple hémorragique. Pour les traitements hormonaux maintenant. Donc là, compte tenu de l'hormonodépendance de l'endométriose, les traitements hormonaux et en particulier les différentes contraceptions font partie des thérapeutiques proposées en première intention. Leur mécanisme d'action est multiple, donc il y aura une réduction ou une suppression du flux menstruel, une inhibition de l'ovulation pour certains traitements, une action atrophique sur le tissu endométrial, une restauration de la sensibilité à la progestérone, une diminution de la synthèse des prostaglandines, une diminution de la prolifération cellulaire, de la neuroangiogénèse et du stress oxydant. Donc plein d'actions, qui peuvent agir toutes sur l'endométriose et du coup la limitation de son développement. Pour avoir une efficacité sur les douleurs, il faut provoquer une aménorrhée, parce que les saignements sont toujours associés à une récidive des douleurs. Voilà, donc ces traitements ont un effet suspensif sur l'ensemble des symptômes douloureux, sans effet curatif sur la maladie endométriosique et ne sont pas compatibles avec un désir de grossesse du coup, bien sûr. Voilà. Donc en première intention pour les traitements hormonaux, ça va être la contraception combinée œstroprogestative, en discontinu ou en continu en cas de dysménorrhée, voilà. En continu du coup, on aura une aménorrhée donc ça va soulager les douleurs. Et le dispositif intra-utérin au lévonorgestrel. Ça, c'est aussi un traitement de première intention. Donc pilule œstroprogestative ou DIU lévonorgestrel. Le choix de ces traitements doit être guidé par les éventuelles contre-indications, les effets indésirables potentiels, les traitements antérieurs, voilà, qui ont déjà été expérimentés, et l'avis de la patiente, bien sûr. Voilà. En deuxième intention, les traitements hormonaux, ça va être la contraception microprogestative orale, voilà, au désogestrel, l'implant également à l'étonogestrel, les progestatifs Pregnan et Norpregnan, en suivant les recommandations de surveillance et de prescription qui sont émises par l'ANSM, et les analogues de la GnRH en association à une ADBAC thérapie. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est, l'ADBAC thérapie. Voilà. Il s'agit d'un traitement long, du coup, pour le traitement hormonaux de deuxième intention et même pour les premiers, qui sont souvent poursuivis soit jusqu'au désir de grossesse, soit, pour celles qui ne veulent pas d'enfants, jusqu'à la ménopause. Voilà. Au niveau du traitement chirurgical, donc voilà, ça permet une évaluation diagnostique, pronostique et thérapeutique également de la maladie. Voilà. La voie cœlioscopique sera préférée à la laparotomie, voilà, c'est moins invasif. Le choix du traitement chirurgical, il est guidé, par l'absence d'efficacité des traitements médicaux sur la douleur, une intolérance aux différents traitements médicaux bien conduits, également par les attentes de la patiente. En cas d'infertilité, il y aura une discussion sur, soit, la FIV qui est possible, même en cas d'endométriome et une chirurgie. Voilà, il faudra peser un peu le pour et le contre. Le traitement chirurgical de l'endométriose peut être complexe lors d'atteintes digestives ou vésicales, bien sûr, on peut s'en douter, et elle doit être réalisée dans un centre de référence par des équipes chirurgicales multidisciplinaires. Ceci car une seule chirurgie est la clé du succès thérapeutique. Les récidives sont possibles et à traiter médicalement de préférence. En effet, le traitement chirurgical, pour qu'il soit le plus efficace possible, doit être envisagé dans sa forme la plus complète, afin de ne pas laisser en place des lésions qui peuvent récidiver. Les endométriomes peuvent répondre au traitement médical et ne constituent pas systématiquement une indication opératoire qui doit être limitée pour préserver la réserve ovarienne. Voilà. Et enfin, l'aide médicale à la procréation. Donc, elle peut être envisagée dans le cadre d'une infertilité. Elle sera proposée après la réalisation d'un bilan d'infertilité complet du couple
et le type d'AMP, donc d'aide médicale à la procréation, sera guidé par les résultats des examens complémentaires, le stade de l'endométriose, l'âge de la patiente et le délai d'infertilité. Voilà. Et en cas d'endométriose ovarienne ou d'altération de la réserve ovarienne, une préservation de la fertilité pourra être envisagée. Pourra être, pardon, je fais une liaison qui n'a pas lieu d'être. Donc voilà, la préservation de la fertilité pourra être envisagée. Voilà, voilà. Nous en avons fini pour ce petit chapitre sur l'endométriose tiré de la fiche LISA. J'espère que ça vous aura bien, remis les idées au clair ou, appris quelque chose pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'item. Voilà, et bien d'ici là, prends soin de toi. Nous on se voit dans 2 jours pour le prochain épisode. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu es sur Apple Podcast ou, et de noter le podcast ou sur Spotify, ouais, je crois qu'on peut juste, mettre des étoiles, voilà. Donc n'hésite pas à le faire si le cœur t'en dit. Allez voir également le post Instagram qui sera lié et si tu veux partager, dans tes stories, ou le podcast ou le compte, n'hésite pas car plus on est de fous, plus on rit. Voilà, voilà, passe une bonne journée, prends soin de toi et à plus dans le bus.